Bonjour, merci au professeur Charaoui pour cette belle présentation qui permet de donner un cadre théorique important par rapport à ce dont j'ai intention de parler aujourd'hui. Moi, je suis anthropologue à la base. Je disais, dans ma vie italienne, j'étais anthropologue et je viens de l'école d'Ernesto De Martino et des études notamment dans l'Italie du Sud. Et je suis docteur en psychologie, notamment avec une thèse en psychopathologie à Paris 13 avec un axe transculturel. Et l'objet de ma thèse a changé, ce qui arrive souvent. Au début, c'était la possession, en effet. Je voulais étudier les phénomènes de transpossession chez les personnes migrantes ou issues de la migration, prises en charge dans les hôpitaux publics en France. Et tout de suite, pas tout de suite, mais en cours de la première année, les sujets de possession, pour moi, c'était clair de l'utiliser comme une machine à penser. Donc, pas comme une théorie sociologique, pas comme ramener les patients et son histoire qu'à son pays d'origine, parce qu'ils étaient quand même venus ici, pas comme un objet purement anthropologique, mais vraiment comme une machine à penser, comme l'a défini Roberto Beneduce, ethnopsychiatre anthropologue italienne, c'est-à-dire comme un concept producteur du sens, de réflexion, mais à la fois comme un objet au carrefour entre les sociales, les politiques, les sujets, les groupes, qui pouvaient penser à réfléchir à toute une série de dynamiques et processus. Ce titre, La possession comme machine à penser, a changé à cause d'une forte résistance à être accueilli. Ma recherche avait la méthodologie suivante. Je demandais aux cliniciennes et dans les hôpitaux s'ils avaient rencontré dans la relation thérapeutique des patients qui avaient parlé ou qui présentaient de ces phénomènes ou des symptômes des relations avec les mondes invisibles et qui pouvaient se dire ou être dites, habiter, visiter, touchés par des êtres qui pouvaient avoir des noms culturellement déterminés comme les djinns, les arabes, ou des noms inventés par les patients lui-même, des patients issus de la migration. Et donc, finalement, moi, je voyais les patients qui étaient adressés par les cliniciennes. Ça, c'est un élément important qui a rencontré beaucoup de difficultés parce que beaucoup de cliniciens, ils avaient du mal à envoyer ces patients, même s'ils avaient dans l'intérêt clinique, c'est, et mon expérience après l'a un peu confirmé, beaucoup de thérapeutes rencontrent des patients issus de la migration première ou deuxième génération qui peuvent présenter ces phénomènes qui perturbent les cadres, notamment en individuel, parce que, comme elle était bien présentée, sont des phénomènes qui, historiquement et culturellement, devraient être gérés dans des groupes et pas du tout dans un cabinet en individuel, qui peuvent perturber et donner toute une série de résistances de la part des cliniciennes et notamment une des résistances la plus importante pour moi, c'était le surdiagnostic des troubles de la psychose quand les cliniciens se trouvaient face à des phénomènes qui ne pouvaient pas être expliqués autrement que par la psychopathologie. Mais selon moi, ça c'était, ça j'essaie de le démontrer dans la thèse, un mécanisme de défense aussi face, face à cette étrangeté radicale amenée par les patients. J'ai dû changer les titres de ma thèse possession parce que je n'arrivais pas à accéder au terrain de recherche. Comme elle a dit une fois une chef de service, bah, écoutez, madame, il y a une chose qui me perturbe dans votre démarche, c'est les mots possession. Mais voyons-nous de quoi on parle. On parle de psychose. Donc, laissez tranquille ces pauvres personnes psychotiques avec vos questions sur la possession. Et ils ont accepté de me faire accéder au terrain seulement quand ils ont dit, ah, mais vous voulez parler qu'avec des personnes migrantes? Oui, ou issues de la migration? Ah, ben alors vous pouvez. Comme si elle avait en effet, et ça c'est vrai, c'est arrivé comme ça m'a mené aussi à penser effectivement à comment donner l'espace à cette radicalité, à cette autorité amenée par les patients ici, par contre. Et effectivement, avec une mise en garde de ne pas avoir une approche qui est anthropologique, parce que les recherches en anthropologie ont été faites sur les terrains ailleurs, la plupart.
Donc, à l'intérieur d'un contexte, à l'intérieur d'un cadre culturel, à l'intérieur d'une raison d'essence, et notamment la possession pouvait être utilisée par les sujets pour renégocier son rôle à l'intérieur de la société. Il y a aussi une dimension politique très importante. Or, ces sujets ici, ils ne sont pas nécessairement dans leur groupe d'appartenance. Il me semblait pas adéquat de les ramener avec la pensée dans leur étiologie ou d'un contexte d'origine. Après 2 ans, je suis arrivée enfin à accéder à la rencontre avec certains patients. La plupart dans des contextes où il y a des cadres de l'ethnopsychiatrie, parce que, selon moi, il y a déjà une familiarité, comme le professeur Khadija l'a bien montré, déjà une familiarisation avec l'anthropologie, une analyse de son contre-transfert culturel, donc la possibilité de faire vivre, coexister et donner un espace à des manifestations différentes aussi de la souffrance. Il y a un seul cadre, c'est de lui, c'est dans ce cadre que a issu les patients dont j'aimerais bien vous parler, n'avait pas à voir directement avec les dispositifs de l'ethnopsychiatrie. C'était dans la Savoie et c'était une psychiatre, chef de service des formations systémiciennes, chef de service dans l'MPP, donc avec une grande expérience des publics migrantes, qui me demande de voir dans le cadre de la recherche un patient à elle d'origine kosovare et de 50 ans, qu'il était arrivé avec la famille suite à des persécutions qui ont commencé à son égard après la guerre en ex-Yougoslavie. Au moment, lui il le dit lui-même, où on commence à chercher les coupables et on les prend comme témoins des crimes de guerre pendant les années 90 à la guerre Yougoslavie. Quand les docteurs me parlent de ces cas, avec mes préconcepts et mes préjugés d'anthropologue, j'ai du mal à comprendre comment ces patients pouvaient rentrer dans le cadre de la recherche parce qu'il était déjà kosovar, il était déclarativement laïque et hors de tout contexte de possession. Les connaissances que j'avais sur des rituels de trans et possession en Serbie, mais c'était plutôt lié aux les communautés qui sont musulmans. Donc, je ne voyais pas du tout comment ça pouvait être un patient adapté. Et à un moment, les docteurs ils me racontent donc qu'il il est suivi depuis plus de 7 ans. Un an après son installation à Chambéry, il a commencé à avoir des crises que je pourrais définir pour ne pas les nommer autrement, des crises de présence, comme sont dites par Ernesto De Martino, des crises de la continuité de les relations à l'autre, entendu comme autre social, et des crises qui communiquent aussi à la société quelque chose de la condition de la personne, donc de la crise de la présence, pendant lesquelles il entend des murmures, des voix. Il est dit par les autres parce que lui, il a absolument des amnésies. Il est dit parler, mais apparemment pas parler avec quelqu'un, parler tout seul dans un langage bizarre que l'entourage n'arrive pas à comprendre. Et lui, il a très honte de ces moments, il a très peur de devenir fou. Il n'arrive pas à se rappeler de ces moments de crise, mais il a très peur. Suite à ces crises, il a un important repli sur soi-même. Il a des changements de caractère assez importants. Il était quelqu'un de très solaire, de très ouvert. Il parle 7 langues. Il a un niveau culturel, un niveau d'études très important, très élevé. Au pays, il faisait les photographes. Il avait sa propre boutique de photographie. Et il se replie complètement. C'était important la question de la parole et du langage parce qu'à son arrivée, ils sont arrivés à travers, par la voie des terres, donc à travers les montagnes, à travers l'Italie, les montagnes. Et il raconte une image très touchante. Il dit, quand je suis arrivée, les passeurs m'avaient dit que j'étais en France et moi, je cherchais à Paris. Et moi, je cherchais avec les yeux la tour Eiffel et il rit un moment de sa naïveté en disant, vous voyez comment j'étais perdue. Elle arrive à Chambéry en décembre.
Il est accueilli, il est pris en charge et pendant toute la première année, il est très actif. C'est le seul de la famille qui parle anglais. C'est lui le porte-parole de la famille. Et un an après, la famille commence à aller bien. Les enfants sont scolarisés. Il y a 4 enfants. Sa femme commence les cours de langue française. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un effondrement, que les crises commencent et que pas seulement il parle avec des voix, il entend des voix, mais il y a des moments dans lesquels il n'arrive plus à gérer les langages, c'est-à-dire ils décrivent comme je ne sais plus quelle langue je dois parler avec la personne en face, je ne sais plus quel ton utiliser, je veux dire une chose et la langue en dérapage, ne communique plus, c'est que n'est plus un véhicule de sens. Il y a lui, il dit une expression très, très belle, il y a un divorce entre le cœur et l'esprit pour signifier effectivement cette déconstruction entre les mots et les choses, entre les représentations et le langage. Quand le docteur elle me parle de ces symptômes, moi, la première réaction, c'était de dire, mais il me semble un trouble de stress post-traumatique assez clair, assez linéaire, assez vraiment comme un manuel. Et je ne voyais pas en quoi ça consistait la question des présences des trans. Les voix, elles pouvaient être considérées des voix tout à fait dans un tableau de troubles de stress post-traumatique. Mais je suis quand même intéressée par le fait que les psychiatres, elles me disent, il y a une étrangeté. Je sais très bien que c'est classique, mais il y a une étrangeté qu'on ne peut pas ramener à un contexte culturel, religieux propre, mais il y a une étrangeté. Et je voudrais bien que la recherche l'aide aussi. J'ai fait le premier entretien de recherche, la deuxième, et quelque chose d'intéressant apparaît, qui n'était jamais apparu pendant 7 ans de relations thérapeutiques avec les psychiatres. Et je vous lis un tout petit passage de l'entretien. Et c'est Geldon, et moi je l'ai nommé Geldon, qu'il parle. Donc, il tombe en transe. Et quand il tombe en transe, ils mettent des aiguilles dans le corps. Mais ils n'ont pas mal. C'est une méthode pour divorcer l'esprit avec les physiques. Vous connaissez ça? Par exemple, s'il y a une guerre, si l'autre t'attrape, il te fait beaucoup de mal-choses pour que tu parles. Donc, on a étudié ça aussi pour divorcer de nous-mêmes. S'ils nous coupent les doigts, ils nous cassent les dents ou ils nous font beaucoup d'autres choses, nous ont fait ça pour ne pas parler, pour rester cool. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, il y a un retour du refoulé d'un souvenir dont il n'était jamais été parlé, il n'était jamais été question dans la relation thérapeutique. Et c'est l'apprentissage à la transe qu'il avait pu avoir pendant son période de militaire, pendant la guerre au Kosovo. En fait, c'est à ce moment-là qu'il lui révèle quelque chose qu'il n'avait pas dit auparavant, c'est-à-dire il était dans un groupe militaire qui s'appelle, d'un groupe paramilitaire. Je vais vous en parler tout de suite, mais je voulais juste un pas en arrière. Déjà, c'est intéressant pourquoi ça arrive, ce retour du refoulé trans, dans un entretien de recherche et pas dans tous les entretiens thérapeutiques. Ça pour moi, c'était aussi quelque chose d'intéressant. Dans les relations thérapeutiques, selon les psychiatres et les différents thérapeutes, ça ne serait pas un cadre qui peut héberger la transe ou parler de la transe. Déjà, sûrement pour la peur que beaucoup de patients ont, de parler de ces phénomènes, d'être jugés, d'être diagnostiqués, ça c'est quelque chose qui revient. Et même quand il y a quand même une confiance, on doit se questionner sur le fait est-ce que même parler de la transe a besoin d'un espace, a besoin d'un temps, a besoin des objets qui ne soient pas forcément des objets de thérapie courante, des objets peut-être extraordinaires, a besoin d'une parole qui est différente et a besoin de l'autre, pas entendu seulement comme l'autre qui nous induit la transe, l'autre avec lequel dialoguer ou l'autre avec la majuscule entendu comme la relation avec quelque chose d'autre qu'invisible, mais l'autre qui nous pense aussi. Donc, on a besoin peut-être des contextes dans lesquels l'autre nous pense autrement que malade ou autrement que délirante pour que la transe puisse
s'est manifesté. Et effectivement, au moment de ces passages de l'entretien, Geldon, je ne dirais pas, et je n'ai pas du tout souvenir des réactions dans les corps différentes, mais effectivement, quand elle parle de ses souvenirs, de son apprentissage dans les groupes paramilitaires pour apprendre la transe, pour la déclencher au moment de la torture et donc pour pouvoir se dissocier et ne pas parler, ne pas être torturé, il a quand même un flou de conscience, il parle en fait et et cette narration est possible dans la trentaine de recherche. Elle s'ouvre cette narration et elle me livre et il reste étonné parce que c'est la première fois que les trans, ces crises de présence qui lui font très très peur, des crises dans lesquelles lui il parle, mais il parle un langage qui ne peut pas être compris. Elle parle à quelqu'un, à un autre qui n'est pas là, qui est invisible. C'est la première fois qu'il associe à quelque chose que lui a appris mais sous un sens photographique, c'est-à-dire que les crises dont lui il souffre pourront être considérées comme les négatifs de la transe qu'il a pris, c'est-à-dire négatifs dans le sens vraiment noir, dans blanc, que la transe a pris par apprentissage mnémotechnique. Ces groupes sont des groupes qu'on retrouve dans les Balkans. On a trouvé aussi en Iran. Il y a très peu d'études, mais sont des groupes militaires qui s'inspirent du mysticisme et de l'islamique, plutôt chiite, et ils reprennent, et soufis, donc notamment, ils reprennent cette idée de la transe comme dissociation, interruption de la relation avec les réels, comme nous on peut l'entendre, pour pouvoir laisser de l'espace, pour pouvoir rejoindre ou s'unir à une unicité. Donc l'unicité, c'est la relation avec l'une, une relation privilégiée. Donc la transe, ça serait en moyenne pour pouvoir accéder à l'une, donc à Dieu. Les groupes, ils reprennent, les groupes militaires reprennent ces concepts, reprennent certaines techniques du corps utilisées chez les soufis pour pouvoir apprendre, s'adresser à se dissocier au moment de la torture. Donc à ce moment-là, il n'y a plus la présence dans le réel parce que le sujet, il est ailleurs. Il est tout simplement ailleurs et ça lui permet de ne pas souffrir dans son corps. Alors, pourquoi ces trans apprises avec une fonction très particulière, c'est là de garder les secrets? Et ça, c'est très important parce que dans les soufismes aussi, dans les concepts de trans, il y a l'idée du secret, de garder les secrets comme rentrer dans l'intimité avec soi-même et Dieu. Et de ne pas livrer la parole à l'extérieur. Ça fait un court-circuit dans ces crises parce que cette parole, certes, elle se dissocie de son sens. Les mots et les choses ne vont plus avec. Et la voix, moi je m'interrogeais sur la question de qu'est-ce que représentent ces voix. Ces voix, à la fois, sont notre relation au monde, sont la présence de l'autre en soi, sont la présence de soi-même à soi-même quand on s'entend parler. C'est à la fois quelque chose de visible, mais qui relie les corps avec les sujets, les dedans avec les dehors. Or, ces voix sont complètement dehors et elles ne parlent pas, mais rappellent avec leur présence. Donc, ce n'est plus des voix qui parlent, mais c'est des voix objets, des voix représentations. Et ils disent quelque chose, ils ont une fonction. Quelle est leur fonction? Pour moi, c'était une fonction de rappeler l'apprentissage, les techniques, la gestion, donner du sens aussi à cette souffrance. Et souvent, comme on voit dans les phénomènes de trans et pas seulement dans la possession, il y a les trans dans la possibilité d'avoir une présentification, dans le sens de rendre présente l'invisible. L'invisible n'est pas pensé seulement dans le sens de l'esprit ou dans le sens des êtres anthropologiques,
mais dans le sens de rendre présente quelque chose qui est absente. Moi, j'ai la chance de travailler dans la permanence téléphonique à destination des professionnels de la santé à Lyon et je vous assure qu'il y a beaucoup d'appels téléphoniques des thérapeutes qui appellent parce qu'ils suivent notamment des mineurs non accompagnés pour lesquels il y a beaucoup de moments de transe, il y a beaucoup d'êtres inquiétants qui s'invitent la nuit, qui ça peut être un membre particulièrement persécuteur de la famille ou qui ça peut être clairement pour des femmes issues de la prostitution, la personne avec qui on a la dette, ou ça peut être des présences tout à fait bénévoles comme la mère morte d'une patiente que j'ai suivie qui avait vraiment un rôle de reconstruire un contenant pour la patiente dans des moments de grande détresse. Donc, effectivement, ce qui m'a étonné est une grande présence de ces phénomènes chez nos patients et notamment les présences, elles sont à entendre pour moi comme des agents narratifs. Donc, de sortir un peu de l'idée de comment l'anthropologue voit les esprits comme des agents, comme des sujets en soi-même qui provoquent des réactions. En psychopathologie, on l'entend dans une autre façon. Pour moi, ce sont des agents narratifs. Ils sont là pour dire quelque chose. Ils sont là pas seulement pour dire, mais pour personnifier, ça veut dire pour rendre présent quelque chose qui est important dans les psychismes, dans les conflits, dans la vie du sujet et ils sont là pour raconter quelque chose, livrer quelque chose du sens que la personne peut attribuer à sa souffrance. Moi, comme toujours, je mets les timers, mais après, j'ai oublié de de l'actionner. Je ne sais pas combien de temps on doit aller vers la conclusion. Parfait. Donc, effectivement, on pourrait presque voir ces présences comme des alliés, piquer des idées des contextes anthropologiques et sans vouloir être nous-mêmes thérapeutes traditionnels ou chamans, on pourrait s'interroger sur qui sont-elles, qu'est-ce qu'elles veulent dire, quel est l'espace qu'elles veulent occuper, quelle est la fonction dans ces moments spécifiques de la vie réelle et psychique du patient et vraiment d'essayer de faire l'alliance avec elle et de permettre de donner un espace pour que ces présences puissent être pensées, puissent livrer leur message, aider les patients à, à construire son sens à la souffrance, parfois innommée, innommable, et je vous remercie sur ça. Merci de votre belle présence.